Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Learn from Our Experiences. Cette toute première vidéo va parler du règlement en force athlétique et powerlifting selon la Fédération Française de Force. Elle est donc destinée à des athlètes licenciés à la Fédération Française de Force qui font des compétitions. Donc logiquement cette vidéo concernerait les athlètes licenciés chez la FF Force qui font des compétitions, les athlètes qui font de la force athlétique ou du powerlifting et qui aimeraient commencer les compétitions, les personnes qui font de l'arbitrage en force athlétique ou qui aimeraient en faire, ou bien même les personnes qui aiment regarder les compétitions de force athlétique et qui aimeraient donc en savoir un petit peu plus sur le règlement pour savoir par exemple pourquoi tel mouvement a été refusé pour tel athlète, etc. Avant d'aller plus loin dans les explications, j'aimerais décrire brièvement ce que sont la force athlétique et le powerlifting. Ces deux disciplines sont des disciplines sportives de force. L'athlète s'entraîne donc pour pouvoir soulever des charges de plus en plus lourdes. En compétition, on va évaluer la force de l'athlète sur 3 mouvements en particulier. Dans l'ordre d'exécution, le squat ou flexion de jambes, le développé couché et le deadlift ou soulevé de terre. En fait, en gros, l'athlète en compétition va passer 3 fois par mouvement sur le plateau. Il a donc 3 essais par mouvement. Et s'il y a 3 essais, c'est pour que l'athlète puisse aller de plus en plus lourd après chaque essai. Parce que ce qui permettra de distinguer l'athlète gagnant des autres athlètes, c'est le total, soit la somme des charges soulevées au cours du meilleur essai de chaque mouvement. Alors évidemment, vu qu'on parle de charges, les athlètes ne sont pas dans une même catégorie. Il y a plusieurs catégories, il existe des catégories de poids, d'âge et de sexe différents. Parce que oui, c'est normal, un gars de moins 66 kg, logiquement, et je dis bien logiquement, il n'est pas censé porter plus lourd qu'un gars de plus de 120 kg. Évidemment, il y a des règles à respecter en compétition. Il y a donc des arbitres qui sont là pour contrôler si les règles sont respectées ou non. Pour vous donner un exemple assez bref, pour le développé couché, un athlète ne peut pas commencer si ses coudes ne sont pas verrouillés. On ne l'autorisera pas à commencer son mouvement si ses coudes sont pliés. Il faut qu'ils soient verrouillés. Alors déjà dans l'introduction, j'ai parlé de force athlétique, j'ai parlé de powerlifting, mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que c'est les mêmes ou pas? Il n'y a pas tant de différence que ça. Les athlètes, que ce soit en force athlétique et powerlifting, font les mêmes mouvements. La seule grande différence, c'est qu'en powerlifting, les athlètes sont autorisés à utiliser des équipements qui les soutiennent, en fait, qui leur permettent en fait de soulever beaucoup plus de poids. Par exemple, les bandes de genoux sont utilisées au squat en powerlifting. J'en profite pour préciser que cette vidéo concernera uniquement le règlement en force athlétique et powerlifting. Je ne parlerai pas de bench press, je ne parlerai pas de développé couché, je ne parlerai pas du challenge deadlift, ni des championnats en équipe. Tout ce que je viens de citer là, j'en parlerai dans une deuxième vidéo. J'ai séparé tout ça pour faire une certaine distinction et puis parce que de toute manière les vidéos seraient bien trop longues si je parlais de tout le règlement. Attention, chaque année le règlement peut présenter des modifications. Cette vidéo concerne le règlement de la saison 2019-2020, mais il y aura peut-être des modifications qui seront apportées l'an prochain et là je pense que je ferai quand même une petite vidéo pour vous informer et pour vous dire ce qui aura changé par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je ne vais aussi parler dans cette vidéo que du règlement jusqu'au niveau national, je n'irai pas jusqu'au niveau international. Et pour faire une vidéo de ce genre là, j'attends de voir si les vidéos que j'aurai postées auront eu un effet positif, auront plu, etc. Donc pour en revenir au sujet de cette vidéo, ce règlement n'est utile que si on fait des compétitions en FF Force. La FF Force, ou Fédération Française de Force, est une association qui regroupe plusieurs disciplines sportives comme le culturisme, la force athlétique. Elle a été fondée en janvier 2015 et elle organise notamment des compétitions en force athlétique. Et elle est affiliée à l'International Powerlifting Federation, qui est donc une fédération internationale. En France, il existe d'autres fédérations comme la FSFA, donc Fédération sportive de force athlétique, ou la WPC France, World Powerlifting Congress. Il faut donc savoir que si vous voulez faire des compétitions en force athlétique, mais que vous ne savez pas forcément sous quelle fédération les faire, ou vous licenciez, vous pouvez regarder cette vidéo pour savoir si le règlement est sympa, comment sont à peu près les compétitions en force athlétique. Mais ça ne vous aidera pas si vous souhaitez faire des compétitions en WPC par exemple. D'ailleurs, je vous invite à checker les sites internet des différentes fédérations. Et pour cette vidéo, ça concernerait donc plus le site internet de la FF Force et le site de l'IPF. Je vous mets d'ailleurs les liens de ces sites dans la description. J'en profite pour vous dire que les liens des deux règlements que je vais expliquer, donc le règlement de l'IPF dont dépend la FF Force et le règlement de la FF Force, sont en description. Donc passons maintenant à l'explication du règlement après cette brève introduction. L'explication se fera en deux parties, une où je vais faire une compétition exemple et je vais prendre tout ce qui est du règlement pour se ramener là-dedans, et la deuxième partie qui sera un peu la partie fourre-tout avec tout ce que j'aurais pas pu mettre là-dedans. Donc tout d'abord, que ce soit pour participer à une compétition ou pour coacher un athlète dans une compétition, on doit avoir une licence chez la FF Force. Cette licence dure pour toute la saison.
il faudra en reprendre une pour la saison prochaine. L'athlète doit avoir cette licence au pire jour de son inscription pour la compétition. Et je parle bien d'inscription, pas de participation. Pour ce qui est du coach, je crois qu'il lui faut la licence pour la compétition, mais je pense pas qu'il soit contrôlé lors de l'inscription. Pour avoir une licence, il faut avoir un club. Donc tout athlète, et logiquement tout coach de ces athlètes, doit trouver un club dans sa région. Pourquoi je dis dans sa région? Parce que le club va dépendre en fait de la ligue dans laquelle il est, donc de la région dans laquelle il est. Et l'athlète devra donc faire des compétitions qui sont dans la région du club. C'est-à-dire que tout ce qui est premiers pas, départementaux, régionaux. J'ajoute d'ailleurs que si ces compétitions vous disent rien, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai plus tard. Et bien ces compétitions-là, elles seront dans la région du club. Donc si vous habitez en Occitanie et que vous avez pris une licence chez un club qui se trouve en région parisienne, bah vous devrez faire des compétitions en région parisienne. Ce qui implique donc de l'argent pour pouvoir voyager, du temps et de l'énergie gaspillée. Parce que souvent, voyager pour surtout de grandes distances, ça fatigue. Donc prenez un club dans votre région parce que vous ferez beaucoup moins de déplacements pour les petites compétitions. Vous devrez juste en faire pour les championnats de France qui eux peuvent se trouver dans toute la France. Et il faut d'ailleurs très bien choisir son club parce que c'est impossible d'en changer en cours de saison. Donc si vous ne vous entendez pas du tout, si vous n'aimez pas du tout les athlètes qui sont dans un club, n'allez pas dans ce club parce que ça va pas bien se passer et vous pourrez pas changer en cours de saison. Donc prenez un club dans lequel les athlètes vous les kiffez plutôt bien, ils sont sympas, pas de problème, où le président c'est quelqu'un de confiance, bref. Il faut que ce club vous soit positif. Les athlètes s'inscrivent dans une compétition pour une catégorie de poids et d'âge. Pour ce qui est des catégories d'âge, il y en a 9 en tout. Les cadets, les sub-juniors, les juniors, les open, les seniors, les master 1, les master 2, les master 3 et les master 4. Toutes ces catégories fonctionnent en force athlétique, mais en powerlifting, les catégories sont différentes. Il n'existe pas de catégorie cadet, ni de catégorie sub-junior, ni de catégorie junior. En regardant attentivement le tableau, on peut remarquer que le niveau open en force athlétique est différent de celui en powerlifting. Effectivement, en powerlifting, le niveau open regroupe les catégories d'âge de junior jusqu'à master 4 et en force athlétique, elle regroupe les catégories sub-junior jusqu'à master 4. Donc en fait, le niveau open en powerlifting contient la catégorie junior qui n'existe pas seule. Ensuite, pour ce qui est des catégories de poids, pour les hommes qui correspondent à la catégorie Open et Master, il existe les catégories suivantes. Moins 59 kg, moins 66 kg, moins 74 kg, moins 83 kg, moins 93 kg, moins 105 kg, moins 120 kg et plus 120 kg. Pour ce qui est des hommes en sub-junior et junior, s'ajoute juste une catégorie de poids que l'on mêle aux catégories des hommes de niveau Open et Master. Cette catégorie, c'est moins 53 kg. Pour les femmes de niveau Open et Master, existent les catégories de poids suivantes. Moins 47 kg, moins 52 kg, moins 57 kg, moins 63 kg, moins 72 kg, moins 84 kg et plus 84 kg. Pour les femmes sub-junior et junior, s'ajoute la catégorie moins 43 kg aux autres catégories que j'ai citées précédemment. Donc faisons un petit exemple. Jeanne est une athlète en force athlétique qui a 20 ans et qui pèse 42,5 kg. En s'inscrivant à une compétition, elle peut donc choisir entre deux catégories d'âge, junior et open, sachant que les compétitions de catégorie open peuvent être considérées comme les compétitions ouvertes à tout âge, ou presque. Si elle s'inscrit en tant que junior, elle sera donc en moins 43 kg, sachant qu'elle pèse 42,5 kg. Mais si elle s'inscrit en tant que open, sa catégorie de poids sera moins 47 kg, puisque la catégorie de poids moins 43 kg n'existe pas. Donc à partir du moment où l'athlète a son club, sa licence et qu'il s'est inscrit pour une compétition en fonction de sa catégorie de poids et d'âge, eh bien il peut enfin faire une compétition. L'athlète arrive sur le lieu de la compétition et commence par la pesée pour qu'on détermine sa catégorie de poids. Selon le règlement, la pesée doit se faire 2 heures avant le début de la compétition. Si le début de l'heure de la pesée est assez espacé du début de l'heure de la compétition, c'est pour que l'athlète puisse manger et s'hydrater. Parce qu'il arrive que des athlètes soient très limites au niveau de leur catégorie de poids. Donc, certains athlètes arrêtent de manger par exemple la veille de la compétition et reprendront uniquement après s'être pesés. Il y en a donc qui arrivent en compétition complètement morts, qui n'ont rien bu, rien mangé et qui ont absolument besoin d'un certain temps pour pouvoir remanger, bien s'hydrater avant de commencer la compétition. Lors de votre pesée, il y a 2 ou 3 arbitres avec vous. En théorie, il y a un ordre de passage à respecter. Cet ordre de passage a été fait grâce à un tirage au sort. On vous a attribué un nombre et ce tirage au sort déterminera aussi l'ordre de passage sur le plateau au cas où 2 athlètes soulèveraient la même charge. Alors pour parler de cet ordre de passage dans la pratique, pour les petites compétitions que j'ai faites, donc départementaux jusqu'à interrégionaux, je crois qu'il n'y avait pas forcément d'ordre de passage respecté.
En fait, vu qu'on vient au compte-gouttes, ils nous prennent comme ça, le premier arrivé se pèse en premier, et au fur et à mesure, ils pèsent les gens. Je pense qu'ils font ça au cas où l'athlète qui arrive en premier soit celui qui est le dernier dans la liste d'ordre de passage, et qu'il n'ait pas à attendre que les premiers athlètes de la liste arrivent pour qu'ils puissent se peser. La pesée dure en tout 1h30. Admettons, pour votre compétition, on vous dit que la pesée commence à 8h30. Elle se terminera donc à 10h. Donc vous n'avez pas forcément à venir à 8h30, vous pouvez venir à 9h30 si vous avez envie de vous peser un peu plus tard et de dormir un peu plus. Donc entre la pesée et le début de la compétition, il y a 30 minutes. La pesée doit se faire dans un local fermé parce que vu qu'on doit se peser en sous-vêtements, voire nu, il vaut mieux pas que ce soit public. À moins que vous ayez des tendances exhibitionnistes et que vous appréciez particulièrement qu'on voit certaines parties de votre corps. Il faut savoir que le coach peut rentrer avec l'athlète. Pour se peser, l'athlète va être en chaussettes et s'il est pieds nus, il faut mettre entre les pieds de l'athlète et la balance une petite feuille de papier essuie-tout par exemple, pour des conditions d'hygiène. C'est à la pesée que l'athlète justifie son identité et elle ne peut se faire que grâce à la carte d'identité ou au passeport. Le permis n'est pas accepté. Et si les athlètes se pèsent en sous-vêtements, il faut que les sous-vêtements soient conformes à ceux du règlement. Et ça on le verra plus tard. Normalement, pendant la pesée, les arbitres doivent être du même sexe que les athlètes. Alors ça, c'est pas le cas dans toutes les compétitions. Je crois qu'il y avait des compétitions comme les départementaux dans ma région, où les hommes étaient pesés par des arbitres femmes. En tout cas, si vous êtes un homme pudique, je suis sûre que vous pouvez demander à vous faire peser par des hommes. Je pense qu'il n'y a pas de souci, les femmes sortiront, les hommes viendront vous faire la pesée, il n'y a pas de problème. Donc, l'athlète se pèse. Si le poids correspond à sa catégorie de poids, il n'a pas à être repesé et il ne le doit pas. Si le poids est supérieur ou inférieur à la catégorie donnée, l'athlète pourra être repesé uniquement dans l'heure et demie de la pesée. Donc en théorie, si vous êtes un athlète qui est un peu limite au niveau du poids, il vaut mieux arriver tôt. Et si le poids n'est pas conforme, vous aurez quand même 1h30 pour aller courir, pour transpirer, pour cracher toute l'eau que vous avez dans le corps, pour pouvoir être au bon poids. Normalement, le poids de corps des athlètes ne doit pas être communiqué publiquement avant que tous les athlètes ne soient pesés. Alors c'est peut-être pour des raisons stratégiques, pour ne pas que l'adversaire entende votre poids et qu'il cherche pour essayer de gratter la place à l'indice à cracher un peu d'eau avant d'aller se peser. Je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça. Mais en pratique, personnellement, je sors de la pesée et je dis à mon coach à voix haute, bon bah voilà, je fais le poids, je fais pas le poids, j'ai été pesé à tel chiffre et vu que c'est à voix haute, tous ceux qui sont à côté l'entendent. Lors de la pesée, il faut aussi faire autre chose. L'athlète ou son entraîneur doit indiquer la charge de ses premières barres, au squat, au développé couché et au deadlift. Les arbitres lui feront ensuite signer le carton de match officiel où les charges y sont inscrites. On donne ensuite à l'athlète ou à son entraîneur 11 cartons d'essai vierges. Alors ces cartons seront utilisés pendant la compétition. Il y en a 3 pour le squat, 3 pour le développé couché et 5 pour le soulevé de terre. Je vous indiquerai plus tard comment utiliser ces cartons. Ce que je vous conseille, vu que ces cartons seront destinés à la table de jury pendant la compétition, c'est de signer vos petits cartons à l'avance. Comme ça, vous n'aurez pas à les signer pendant la compétition. Ça fera ça de moins à faire. Et c'est grâce à la pesée et aux charges des premières barres données que les groupes d'athlètes sont constitués pour la compétition. Le nombre de groupes dépend du nombre d'athlètes pour un plateau. Par exemple, il est dit que quand un plateau est constitué de 10 athlètes ou plus, il est possible de faire 2 groupes d'athlètes d'un nombre à peu près égal de personnes. Si le plateau en comprend 15 ou plus, il est obligatoire de former des groupes. Si un groupe est constitué de 5 athlètes ou moins, un temps compensatoire sera attribué en fonction du nombre d'athlètes dans le groupe. En théorie, ça n'arrive pas trop en compétition. Si on fait des groupes d'athlètes, c'est parce que quand un athlète fait son premier essai, il doit attendre que tous les athlètes après lui fassent leur premier essai, puis il passe à son deuxième essai, et ainsi de suite jusqu'au troisième, et ensuite on change de mouvement. Donc s'il y a 20 athlètes dans un groupe, l'athlète, entre son premier essai et son deuxième essai, devra attendre un temps beaucoup trop long, où il va forcément se refroidir avant de pouvoir passer à son deuxième essai. Donc on essaye de constituer des groupes pour que le temps d'attente entre les essais ne soit ni trop court, et là on serait trop fatigué pour pouvoir faire le deuxième essai, ni trop long, où là on serait beaucoup trop froid pour faire notre deuxième essai. Dans tous les cas où un temps compensatoire est attribué parce que les athlètes sont en trop petit nombre dans un groupe, la barre ne sera déchargée qu'à la fin du temps compensatoire et elle sera aussitôt rechargée. Donc l'ordre des athlètes dans les groupes se fait en fonction des charges des premières barres par ordre croissant de charge. Puis pour les essais suivants, l'ordre sera déterminé en fonction de la charge donnée pour le deuxième essai. Pareil, en ordre croissant. Parce qu'à chaque passage, la barre doit être chargée progressivement. C'est sûrement pour perdre moins de temps à la charger, pour moins fatiguer les chargeurs, pour des raisons assez logiques finalement. Ensuite, après la pesée, chaque athlète devra vérifier ce qu'on appelle les hauteurs de barre.
En fait, il devra vérifier les hauteurs de barres et de sécurité sur les racks de développé couché et de squat. Il pourra aussi tester les dalles au développé couché s'il en a besoin. Alors les cales sont généralement utilisées par les personnes de petite taille qui ont des petites jambes. Ensuite, l'athlète ou son coach devra signer la feuille de hauteur des supports. Une copie sera fournie au jury, au speaker annonceur et au responsable de plateau. Parce que par exemple, le speaker annonceur, avant que l'athlète passe sur le plateau pour soulever sa barre, devra annoncer au chargeur le poids de la barre, la hauteur de la barre et la hauteur des sécurités. Il y a aussi des règles concernant les équipements utilisés pendant la compétition. Ça parle d'équipements par exemple comme la balance, le plateau, le rack, les poids, la barre, etc. Pour cette partie-là, je vais essayer de pas prendre trop de temps dessus parce que le contenu est très long et très lourd. Si vous avez envie de plus de détails, vous pouvez toujours regarder tout ce qu'il y a sur le règlement à propos de ça. D'ailleurs, à propos du matériel de la compétition, cette partie-là du règlement est dans le règlement IPF, pas dans le règlement FF Force. Donc concernant cette partie sur le matériel, il y a un certain biais parce que certes on dépend de l'IPF, mais on dépend aussi des moyens qu'a la Fédération française de force. Je pense que les clubs organisateurs ne changent pas leur matériel tous les ans, en tout cas je l'espère pour eux parce que ça coûte une certaine fortune. Donc il peut arriver qu'en compétition le matériel soit usé. Par exemple, il m'est arrivé à une compétition d'avoir un petit creux sur le plateau. Ce creux peut être très embêtant pour tous les mouvements. Mais il faut savoir qu'il y a certaines perturbations qui arrivent concernant la qualité des équipements qui peuvent être facilement contournées. Par exemple, concernant le creux sur le plateau qui m'était arrivé en compétition, directement les premiers athlètes qui sont passés ont fait passer le mot à tous les athlètes suivants en leur disant attention, il y a un creux sur le plateau, faites un pas de plus en arrière ou un pas de moins. Et c'était super sympa de leur part de nous faire ça parce que eux ils ont eu le problème pour leur premier essai et nous ils nous l'empêchent en nous le disant et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de mentalité. En revenant sur les équipements, la barre et les poids doivent être homologués par l'IPF. La barre doit avoir un certain diamètre et une certaine longueur, et les poids doivent être calibrés. Les supports de squat, le rack en fait, et le banc de développé couché doivent aussi être homologués par l'IPF. Il arrive aussi qu'en compétition, le banc glisse plus ou moins, et ça fait partie des biais dont j'ai parlé juste avant. Et vu qu'on ne peut pas changer le banc qui glisse, il faut nous adapter au banc pour pouvoir au mieux réaliser notre mouvement. En compétition, plus tu sauras t'adapter, mieux ce sera. L'athlète, après avoir vérifié ses hauteurs de barre, passe au contrôle du matériel. Il faut savoir que les équipements et la tenue de l'athlète sont aussi réglementés. Que ce soit les combinaisons, les genouillères, la ceinture, tous les équipements de l'athlète doivent être homologués par l'IPF. Vous pourrez trouver tous les équipements homologués par l'IPF dans la liste Approved List of Apparel and Equipment for Use at IPF Competitions. D'ailleurs, j'ai mis le lien pour accéder à cette liste dans la description. Commençons par la combinaison. La combinaison doit être bien ajustée au corps. Elle ne doit pas flotter. En powerlifting, les combinaisons dites d'assistance sont autorisées. Pendant chaque épreuve, les bretelles de la combinaison, que ce soit en powerlifting ou en force athlétique, doivent toujours être sur les épaules de l'athlète. Sous la combinaison, l'athlète doit porter un t-shirt, que ce soit un athlète homme ou femme, et pour tous les mouvements. Alors si mes souvenirs sont bons, pour ma première année de compétition, au deadlift, les hommes pouvaient ne pas avoir de t-shirt sous leur combinaison. Comme ça, ils pouvaient faire leur beau kéké là, montrer leurs muscles, t'as vu, bref. Le t-shirt doit être en coton ou en polyester ou en mélange des deux. Les manches du t-shirt ne doivent pas se trouver sous les coudes de l'athlète et elles ne doivent pas non plus être retroussées jusqu'au deltoïde. Attention, au championnat de France, les t-shirts avec le logo du club ou le nom du club ne sont pas acceptés, que ce soit sur le mouvement ou à la remise des prix. En revanche, pour toutes les autres compétitions, il est autorisé. Et c'est sympa parce qu'au moins ça nous permet de faire un petit peu de pub au club et ça, on dit pas non. Un sous-vêtement doit être absolument porté sous la combinaison de l'athlète. Il peut être en coton, en nylon, en polyester ou en mélange de tout ça. Pour les filles, il est écrit que les femmes peuvent aussi porter un soutien-gorge ou une brassière de sport. Tout athlète doit aussi obligatoirement porter des chaussettes. Les chaussettes comme celle-là, avec une semelle extérieure en caoutchouc, sont interdites, elles ne doivent pas être portées. Les chaussettes ne doivent pas non plus toucher les genouillères ou les bandes de genoux. Au soulevé terre, il faut porter des chaussettes spéciales, des chaussettes qui montent sur les tibias, jusqu'aux genoux. Si c'est obligatoire, c'est pour des raisons de protection, c'est pour ne pas se blesser, parce que la barre racle des fois et du coup on peut très facilement se blesser. Et si vous voulez vous protéger encore plus, il est autorisé de porter une légère protection entre le tibia et la chaussette. Le port de la ceinture est facultatif. Vous avez d'ailleurs vu que Team Boucle, les Team Levier là, vous êtes où? Bref. Le port de chaussures comme celle-ci est obligatoire. Les 3 types de chaussures autorisées sont les chaussures de sport en salle type basket ou lutte, les chaussures d'haltérophilie comme celle-là, ça c'est des Nike Chromaleos 2, et les chaussures type ballerine de deadlift. Donc ça je crois que ce sont des chaussures de
snorkeling, si je dis pas de bêtises, et trouvé à 5 € chez Decat. Merci Youssouf El Adlani. Dans tous les cas, la partie du dessous de la chaussure ne doit pas excéder 5 cm. Les semelles intérieures rajoutées par l'athlète ne doivent pas avoir une épaisseur supérieure à 1 cm. Les genouillères, que ce soit en force athlétique ou powerlifting, sont autorisées. Elles ne doivent juste pas toucher ni les chaussettes, ni la combinaison de l'athlète. Les genouillères doivent être centrées sur le genou. D'ailleurs, attention quand vous achetez des genouillères, n'en achetez pas des trop petites parce que, en théorie, les arbitres doivent refuser les genouillères qui nécessitent l'aide du coach pour les mettre ou d'un autre athlète, l'aide d'un plastique ou l'aide d'un lubrifiant. Les bandes qui ne sont pas des bandes d'assistance sont autorisées en force athlétique. Ces bandes-là doivent être extensibles en coton ou en polyester ou en mélange des deux. Ça peut être aussi des bandes de gaz ou des crêpes médicales. Alors personnellement, j'ai jamais vu d'athlète en porter en compétition, donc je sais pas si c'est très productif d'en porter. Les bandes d'assistance ou bandes de genoux sont uniquement portées en powerlifting. Ce qui n'est pas autorisé en powerlifting, c'est de porter et des genouillères et des bandes de genoux. Et pareil, les bandes de genoux ne doivent ni toucher la combinaison d'athlète, ni ses chaussettes. Les bandes de poignet comme celle-ci sont autorisées. Le passant comme ici doit être fixé pour faciliter la pose de la bande, mais pendant le mouvement, il ne doit pas ni recouvrir le pouce, ni recouvrir les doigts. Donc on doit le retirer. Les poignets anti-transpiration comme on voit au tennis sont autorisés, mais ils ne doivent pas faire une largeur supérieure à 12 cm. Et on ne peut pas les porter en même temps que porter les bandes de poignet. On peut aussi porter 2 tours de sparadrap autour des pouces, et les femmes peuvent porter le hijab si elles le souhaitent. Au développé couché, ça peut arriver que les arbitres demandent aux athlètes qui ont les cheveux assez longs de s'attacher les cheveux. Parce que l'arbitre doit pouvoir avoir une bonne vision entre votre tête et le banc. En tout cas, tout élément qui n'est pas sur la liste des équipements homologués par l'IPF sera automatiquement rejeté lors de l'inspection de matériel. Donc, pour revenir à la chronologie d'une compétition, l'athlète arrive, il doit se peser, il doit vérifier ses hauteurs de barre, et il doit faire inspecter son matériel. L'inspection concerne la tenue et l'équipement de l'athlète. Elle peut avoir lieu n'importe quand avant la compétition et elle doit s'arrêter 20 minutes avant que la compétition de l'athlète inspecté commence. 2 arbitres au moins doivent faire l'inspection. Tout élément de l'athlète qui sera sale ou déchiré sera rejeté. Si après l'inspection, l'athlète porte en compétition un équipement qui n'aurait pas été autorisé et qui n'a pas été inspecté, il est immédiatement disqualifié. Les chapeaux sont interdits, donc ça sert à rien de les présenter à l'inspection. Les bijoux, les lunettes et les articles de protection féminine n'ont pas à être inspectés. Les logos qui ne sont pas dans la liste des équipements homologués par l'IPF peuvent être portés sur les t-shirts, les chaussettes et les chaussures, uniquement s'ils ne font pas plus de 5 x 2 cm et s'ils sont brodés ou imprimés. Dans tous les cas, l'usage de produits lubrifiants, que ce soit sur le corps de l'athlète, son équipement ou sa tenue, sont interdits. Par contre, la magnésie, le talc, la craie et la résine sont les seules substances autorisées à être sur le corps de l'athlète et sa tenue. Mais le règlement dit que ces substances ne peuvent pas être autorisées sur les bandes de l'athlète. Mais Jamy, quelle bande? Il y a plusieurs bandes en force athlétique et powerlifting. Il y a les bandes de genoux, les bandes de poignets, les bandes de genoux qui sont autorisées en force athlétique, la crêpe pédicale, etc. Donc, quelle bande? En tout cas, avec ce paragraphe-là et le paragraphe sur les genouillères qui explique que les genouillères trop petites sont refusées, eh bien on en tire une chose. Le talc n'est pas mentionné comme étant interdit à utiliser pour s'aider, pour mettre les genouillères. Parce qu'on n'en parle pas dans les 2 paragraphes, on ne dit pas que c'est interdit. Bref, en tout cas, l'usage d'un adhésif sur la semelle des chaussures est interdit. Tout comme l'usage de magnésie ou de résine au même endroit. Si vous trouvez que le plateau glisse un peu trop, que ce soit au squat, au développé couché ou au deadlift, vous pouvez demander à ce qu'on utilise sur la plateforme un spray d'eau pour que vous adhériez un petit peu plus. Les arbitres et les membres du jury sont aussi soumis à une certaine réglementation concernant leur tenue. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a 2 types de tenues, les tenues d'hiver et les tenues d'été. C'est le jury qui décide quelle tenue adopter le jour J de la compétition. C'est d'ailleurs le jury qui contrôle la correcte application du règlement en compétition. Donc pour les hommes, la tenue d'hiver est constituée d'un veston bleu foncé avec l'écusson approprié porté à gauche, un pantalon gris, d'ailleurs les jeans sont interdits, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, une chemise blanche et une cravate appropriée. La tenue d'été est la même que celle d'hiver chez les hommes, sauf qu'il n'y a pas le veston bleu foncé. Pour les femmes, la tenue d'hiver est constituée du veston bleu foncé avec l'écusson approprié à gauche, d'une jupe grise ou d'un pantalon gris, d'un chemisier blanc ou d'une chemise blanche, et d'un foulard ou d'une cravate appropriée. Revenons maintenant à l'athlète en compétition. Une fois que l'athlète se sera fait contrôler son matériel, il ne lui restera plus qu'à s'échauffer avant de passer au début de la compétition avec l'exécution des mouvements. L'athlète s'échauffe dans la zone d'échauffement qui est en théorie juste derrière le plateau de compétition. Normalement dans cette zone il n'y a que le personnel de la compétition, donc les pareurs, les arbitres, les organisateurs, etc. Un seul coach par athlète et les athlètes. Si chaque athlète ramène ses potes, ses parents dans la zone d'échauffement, on s'en sort plus parce que c'est un bordel monstre, il y a trop de monde, on peut plus s'échauffer correctement et du coup les conditions de la compétition sont un peu altérées.
J'ajoute que le coach doit être en tenue de sport, il ne peut pas être en tenue classique. On en vient maintenant au début de la compétition. Je répète que le squat, le développé couché et le deadlift sont exécutés dans cet ordre. L'athlète a 3 essais par épreuve. Le plus lourd essai validé par les arbitres par mouvement est celui qui sera sélectionné pour calculer le total. Lorsque c'est au tour de l'athlète de passer, il a 1 minute pour faire son essai. Si malheureusement l'athlète ne réussit pas ses 3 essais pour un mouvement, il est alors disqualifié parce qu'il a fait 0. Et généralement on appelle ça bullé. Mais si l'athlète, malgré cet échec, a quand même envie de continuer la compétition, il le peut si le jury l'accepte. Si le jury est absent, c'est au chef de plateau de décider. Il y a aussi des règles concernant le chargement de la barre. À chaque fois qu'un athlète passe, la barre est chargée constamment. Les disques sont chargés du poids le plus lourd au plus léger. Et d'ailleurs, le poids de chaque disque doit être inscrit dessus. Si on charge comme ça, c'est pour que les arbitres puissent vérifier le poids de la barre. C'est pour ça qu'on utilise l'ordre barre chargée pour dire à l'athlète que c'est le moment d'entrer sur le plateau pour commencer son mouvement. Pour charger une barre, on utilise toujours des colliers, des pinces, des blocs disques, on a tous le petit mot pour qualifier ces machins-là. On n'a pas forcément à les utiliser pour la catégorie cadet, et ça on y reviendra plus tard. Ces blocs disques ou colliers pèsent 2,5 kg chacun, donc ça vous rajoute 5 kg en tout sur votre barre. Souvent quand c'est bientôt à son tour de passer, l'athlète se situe entre la zone d'échauffement et le plateau. Il attend dans ce petit couloir, et normalement il est à la vue du public. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'il y a plusieurs interdictions au niveau de ce que le public peut voir. En effet, le coach ou un pote athlète n'a pas le droit de frapper l'athlète qui va passer, ou n'importe quel athlète, devant le public. C'est vrai qu'il y a des athlètes qui ont vraiment besoin de hype, qui sont hyper focus, ils ont vraiment besoin d'un bon coup d'énergie là pour commencer, et ça apparemment la fédération n'aime pas trop que le public le voit. À la vue du public, l'athlète ne doit pas non plus mettre ses bandes de poignets, ni ajuster sa combinaison ou inhaler de l'ammoniac. En tout cas, l'athlète peut quand même ajuster sa ceinture devant le public. Donc ça c'est possible, vous rentrez sur le plateau, vous pouvez ajuster votre ceinture, il n'y a pas de souci. Et si une musique anime les épreuves, dès que l'athlète saisit la barre, elle doit être arrêtée. Alors maintenant, je vais passer à une description mouvement par mouvement, comme si on était en compétition, avec toutes les erreurs qui font qu'un essai peut être refusé. Pour présenter les mouvements, je vais prendre l'exemple d'une compétition réalisée par l'athlète Youssouf El Adlani. Malheureusement, je n'ai pas d'autres vidéos possibles pour montrer les mouvements, donc je suis obligée d'utiliser cette compétition internationale. Commençons par le squat. Les mains et les doigts de l'athlète doivent serrer la barre. Elles peuvent se positionner n'importe où sur la barre. Il n'y a pas de problème au niveau du squat, contrairement au développé couché. Pour décoller la barre des supports, donc du rack, l'athlète peut se faire aider par les pareurs. C'est notamment le cas lorsque la charge de la barre est assez lourde, donc surtout chez les hommes. Les arbitres lèvent alors un bras. Donc ici, on ne voit pas l'arbitre, mais je vous montre une photo exemple qui représente Laurent Martinetti, donc un arbitre, qui lève un bras pendant une compétition. Une fois qu'il a sorti la barre et qu'il est immobile et droit, d'ailleurs une légère inclinaison est autorisée, avec les genoux verrouillés, les arbitres latéraux baissent le bras et le chef de plateau fait alors de même en donnant le signal squat. Voici un exemple de signal donné par l'arbitre dans cette compétition. Avant de recevoir ce signal, l'athlète peut se replacer comme il veut, mais ensuite il ne peut pas. Petite remarque, si après 5 secondes l'athlète n'est pas dans une position correcte pour commencer le mouvement, le chef de plateau l'invitera à replacer la barre, avec le signal rack accompagné d'un mouvement de bras vers l'arrière. Le chef de plateau donnera ses raisons, il dira pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné l'ordre squat, et l'athlète pourra recommencer son mouvement, il y aura autorisation de recommencer. Après l'ordre squat, l'athlète doit fléchir les genoux et s'abaisser jusqu'à ce que la surface supérieure des cuisses à l'articulation de la hanche soit plus basse que le sommet des genoux. En gros, jusqu'à être à la parallèle, comme on dit. Alors je vous montre en plus une photo que j'ai faite dans une salle où effectivement on voit que la descente est bonne. D'ailleurs Youssouf a ses descentes correctes tout le long des 3 essais qu'il a réalisés. Une seule descente est autorisée et l'essai est considéré avoir commencé lorsque l'athlète aura déverrouillé les genoux. L'athlète se relève ensuite dans une position droite, genoux verrouillés. Quand il est immobile, dans la position finale, le chef de plateau donnera le signal de reposer la barre, avec l'ordre rack, plus un mouvement de bras vers l'arrière. L'athlète reposera donc la barre sur les supports et les pareurs peuvent évidemment l'aider, surtout lorsque la charge est lourde. D'ailleurs, entre 2 et 5 pareurs doivent se trouver en même temps sur le plateau à n'importe quel moment. Les arbitres peuvent décider du nombre de pareurs nécessaires, c'est évidemment en fonction de la charge portée par l'athlète. Donc généralement les femmes n'ont pas 5 pareurs, mais un peu moins. 3 arbitres se trouvent sur le plateau pour valider ou non l'essai de l'athlète, que ce soit pour le squat, le développé couché ou le deadlift. Ici on ne voit pas les arbitres malheureusement. Je vous fais un petit schéma pour vous montrer à peu près où est-ce qu'ils sont situés. Donc le chef de plateau est placé devant l'athlète. Les autres arbitres sont placés sur les côtés.
Ils peuvent s'asseoir à l'endroit où ils estiment avoir le meilleur point de vue à l'extérieur du plateau, à une distance égale ou inférieure à 4 mètres pour les 3 épreuves, donc squat, développé couché et deadlift. L'arbitre chef de plateau doit tout de même être visible de l'athlète qui fait son squat ou son deadlift, puisqu'évidemment c'est lui qui fait les gestes avec le bras et qui donne les ordres, et du coup l'athlète c'est sympa quand il a un point de vue pour pouvoir voir quand est-ce qu'il doit commencer son mouvement ou le finir. Les arbitres latéraux doivent être visibles du chef de plateau, parce qu'en fait le chef de plateau doit voir quand les arbitres ont le bras levé, puisque par exemple au squat tout le monde doit lever les bras, et l'arbitre chef de plateau baissera son bras une fois que tous les autres arbitres latéraux auront baissé leurs bras aussi. Le signal lumineux qui apparaît à l'écran après l'essai réalisé, comme vous pouvez le voir ici sur les essais au squat de Youssouf, ces signaux sont blancs lorsque les arbitres valident l'essai et rouges lorsqu'ils les refusent. Il y a un signal lumineux par arbitre, et souvent dans l'ordre, par exemple, le rond à gauche correspondra à l'arbitre à gauche, le rond central au chef de plateau et le rond à droite à l'arbitre placé à droite du plateau. Il faut 2 signaux blancs minimum pour que l'essai soit validé. Ça se joue à la majorité, donc s'il y a 2 blancs sur 3 ronds, eh bien évidemment l'essai sera validé, mais s'il y a 2 rouges sur 3 ronds, l'essai sera refusé. Lorsqu'un signal lumineux est rouge, donc lorsque l'arbitre aura jugé qu'il y a eu faute sur le mouvement, les arbitres ajoutent un code couleur à ces fautes pour que l'athlète puisse se faire une idée de ce qui ne va pas. Je vais maintenant vous présenter ces fautes par code couleur. L'arbitre signalera un code rouge pour les fautes suivantes. Lorsque l'athlète aura les genoux pas assez fléchis, donc lorsqu'il ne sera pas en dessous de la parallèle lors de la descente. Vous avez vu tout à l'heure Youssouf avoir une descente correcte, vous avez vu aussi l'illustration que je vous ai donnée concernant une descente en dessous de la parallèle. Maintenant voici un exemple où je ne suis pas à la parallèle, je suis au-dessus, donc l'essai doit être refusé. Passons maintenant aux fautes bleues. Je m'excuse d'abord à propos de mes illustrations que j'utilise comme exemple des fautes, parce que les mouvements ne sont pas très techniques et de toute manière ça ne peut pas l'être puisque les fautes ne sont pas techniques du tout. Donc l'essai de l'athlète est refusé pour faute bleue lorsqu'il n'a pas une position droite, genou verrouillé au début et à la fin du mouvement. Lorsqu'il fait un double rebond ou plus qu'une tentative de remontée dans la position basse du squat. Donc ça arrive généralement quand l'athlète cherche à gagner un peu plus d'élan en créant un double rebond lorsqu'il est en bas. Ou bien pour tout mouvement vers le bas de la barre pendant la montée. Donc ça arrive généralement au point critique quand l'athlète galère et des fois il y a une petite redescente et c'est là où la faute apparaît. Et enfin, l'essai de l'athlète est refusé pour faute jaune lorsqu'il a fait un pas en avant, en arrière ou latéral, mais les décollements des orteils ou des talons sont autorisés. Lorsqu'il n'a pas respecté les ordres de l'arbitre, donc par exemple lorsqu'il a commencé son squat avant que l'arbitre donne l'ordre squat, ou bien lorsqu'il a reposé la barre au squat sans attendre l'ordre rack par l'arbitre. Il y a faute jaune aussi lorsqu'il y a eu contact de la barre ou de l'athlète avec les pareurs, lorsqu'il y a eu contact des coudes ou des bras avec les jambes pour soutenir la barre et s'aider. Attention, un léger contact qui n'a pas l'air d'aider n'est pas sanctionné. Il faut que ça ait l'air d'avoir aidé l'athlète. Il y a aussi faute de cette couleur lorsque l'athlète a jeté la barre ou l'a laissé tomber après le squat, ou bien lorsqu'il ne s'est pas conformé à un des points du règlement de l'épreuve. J'imagine que c'est par exemple lorsque les genouillères touchent la combinaison ou des petites choses comme ça. Et enfin, il y a faute jaune pour un essai qui n'est pas terminé. Continuons la description des mouvements avec le développé couché. L'athlète doit s'allonger sur le banc, sa tête, ses épaules et ses fesses doivent être en contact avec la surface du banc. Les pieds doivent être à plat sur le sol. Le règlement dit bien autant que la chaussure peut le permettre. Les mains et les doigts doivent serrer la barre avec une prise pouce verrouillée. D'ailleurs, la prise dite suicide est interdite sûrement parce qu'elle est dangereuse. Vu que le pouce ne prend pas bien la barre, elle pourrait tomber sur l'athlète et faire une sorte d'effet guillotine qui serait pas sympa du tout. Les deux index doivent se trouver à l'intérieur des marques des 81 cm de la barre et être entièrement en contact avec elle en cas de prise avec écartement maximum. Les athlètes en compétition sont souvent en écartement maximum parce qu'ils cherchent à diminuer le trajet de la barre. C'est d'ailleurs pour ça que certains athlètes pontent en plus pour pouvoir gagner encore en trajet. La prise de main renversée, les mains en supination est interdite et cette position de l'athlète doit être conservée pendant tout le mouvement. Le pied peut se déplacer s'il glisse, mais il ne doit pas être levé. Il doit rester posé au sol. Des cales peuvent être utilisées si besoin, elles ne dépasseront pas 30 cm de hauteur. Comme pour le squat, 2 à 5 chargeurs doivent être présents sur le plateau à n'importe quel moment. Après être placé, l'athlète peut demander l'aide des pareurs pour enlever la barre des supports jusqu'à ce que l'athlète ait les bras tendus. Alors se faire aider des fois c'est assez traître. Parce qu'il arrive en compétition que le pareur ne donne pas très bien la barre, il ne va pas bien accompagner le mouvement de l'athlète et il peut même lâcher la barre à la fin, ce qui va écraser l'athlète, il va perdre sa position et du coup faire son essai va être encore plus difficile.
C'est donc pour ça que certains préfèrent sortir la barre tout seul. L'athlète devra attendre coup de verrouiller le signal de l'arbitre chef de plateau. Il donnera le signal une fois que l'athlète sera immobile et une fois que la barre sera correctement positionnée. Le signal est start avec un mouvement de bras vers le bas. Comme pour le squat, si après une période de 5 secondes l'athlète n'est pas dans une position correcte pour commencer le mouvement, le chef de plateau donnera l'ordre rack avec un mouvement de bras vers l'arrière en expliquant pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas laissé commencer. Après avoir reçu le signal start, l'athlète doit descendre la barre jusqu'au contact de la poitrine ou de la région abdominale et la maintenir immobile. L'arbitre donnera l'ordre press pour que l'athlète remonte la barre jusqu'à avoir les bras tendus et les coudes verrouillés. Il doit aussi rester immobile dans cette position jusqu'à l'ordre rack avec un mouvement du bras vers l'arrière de l'arbitre. Passons maintenant aux fautes au développé couché qui font que l'essai ne sera pas validé. Il y a faute rouge lorsque la barre ne touche ni la poitrine ni la zone abdominale, et aussi lorsque la barre touche la ceinture. Effectivement, certains athlètes portent une ceinture au développé couché, et cette ceinture peut faire gagner quelques centimètres sur le trajet de la barre. Or, la ceinture ne fait pas partie du corps de l'athlète, donc du coup ce serait considéré comme de la triche. Les fautes sont codées bleues lorsqu'il y a un mouvement de l'ensemble de la barre vers le bas pendant la poussée. Le règlement précise bien l'ensemble de la barre, parce qu'au développé couché, quand on galère à soulever la barre, il peut arriver qu'on la soulève par côté, et donc du coup ça fera comme une impression où d'un côté de la barre ça descend, alors qu'en fait c'est juste qu'on monte d'un côté puis l'autre, d'un côté puis l'autre tellement on galère. Et donc ça c'est pas considéré comme une faute. Il y a aussi faute bleue lorsqu'on n'a pas poussé la barre jusqu'au blocage des coudes à la fin du développé couché. Effectivement, il faut verrouiller ses coudes à la fin du développé couché. Et enfin, les fautes sont codées jaunes lorsqu'il y a une chute brutale ou un enfoncement de la barre après le temps d'arrêt pour céder. Ça crée une sorte d'élan et du coup on gagne un peu plus sur la poussée, donc c'est pas autorisé. Il y a aussi faute jaune lorsque l'athlète n'a pas respecté les ordres de l'arbitre, lorsqu'il a décollé la tête, les épaules ou les fessiers pendant l'exécution du mouvement. Alors en compétition, j'ai pas beaucoup vu d'athlètes avoir décollé la tête ou les épaules, mais par contre les fessiers ça arrive souvent parce qu'on se sert des jambes pour pousser, on utilise le leg drive, et du coup chez certains athlètes ça crée une levée des fessiers, et malheureusement c'est considéré comme faute. Il y a aussi ce genre de faute lorsque l'athlète a déplacé ses mains latéralement sur la barre pendant le lift, lorsqu'il y a eu contact de la barre ou de l'athlète avec les pareurs pour céder, ou lorsqu'il y a eu contact des pieds de l'athlète avec le banc ou ses supports, il y a faute jaune. Il y a aussi faute jaune lorsqu'il y a eu un contact délibéré de la barre avec les supports pour céder. Alors pour cette partie-là, j'ai essayé d'imaginer comment on pouvait céder avec les supports, et ça a été très dur de l'imaginer, puisque généralement quand on les tape, on est déconcentré, on galère un peu plus sur son mouvement, donc cette faute elle est pas mal. Et enfin, il y a faute jaune lorsque l'athlète ne s'est pas conformé à un des points du règlement de l'épreuve, et lorsqu'il n'a pas réussi son essai, donc lorsque son essai n'aura pas été terminé. Et maintenant, on peut passer au dernier mouvement en force athlétique, soit le deadlift. L'athlète fait face à l'avant du plateau, il saisit la barre en utilisant la prise qu'il souhaite, en pronation, en supination, inversé, en hook grip, il fait ce qu'il veut. Il doit ensuite relever la barre jusqu'à ce qu'il se redresse complètement. À la fin du mouvement, l'athlète doit être droit, avoir les genoux verrouillés et les épaules en arrière. La barre doit être maintenue immobile. L'arbitre signale alors l'ordre down avec un mouvement de bras vers le bas. L'athlète peut alors descendre la barre en l'accompagnant et l'essai est terminé. Tout décollement de la barre ou tentative de décollement sera compté comme un essai, et au troisième essai du soulevé de terre, la barre sera nettoyée à chaque fois et à chaque fois que le coach ou l'athlète le désire durant les 2 premiers essais. Passons maintenant aux fautes au deadlift par code couleur. Il y a faute rouge lorsque l'athlète n'a pas verrouillé les genoux ou lorsqu'il ne s'est pas tenu droit avec les épaules en arrière à la fin du deadlift. Il y a faute bleue lorsqu'il y a un mouvement de la barre vers le bas avant qu'elle n'atteigne la position finale. Alors la position finale, c'est quand l'athlète a levé la barre et qu'il a verrouillé le mouvement. Attention, si la barre se positionne quand les épaules descendent, l'essai n'a pas à être refusé. Il y a aussi cette faute-là lorsque l'athlète s'est aidé des cuisses pour soutenir la barre pendant l'exécution du soulevé de terre. Mais attention, si la barre frotte les cuisses en montant mais qu'elle n'est pas soutenue, l'essai n'a pas à être refusé. Parce que lorsque la barre frotte, en fait, elle n'aide pas l'athlète, c'est uniquement quand il y a appui cuisse que l'athlète se fait aider par ses cuisses pour soulever la barre, et là forcément c'est une faute parce que c'est quand même un peu triché. S'il y a le moindre doute quant à l'appui cuisse, il doit être au bénéfice de l'athlète. En effet, c'est comme pour la parallèle au squat, si l'arbitre doute quant à la faute possible, eh bien il faut qu'il valide l'essai parce qu'il n'est pas sûr de la faute, donc forcément ça doit être au bénéfice de l'athlète. Et enfin, il y
a faute jaune lorsque l'athlète n'a pas attendu l'ordre de l'arbitre avant de redescendre la barre, lorsqu'il a ramené la barre sur le plateau sans la contrôler des deux mains, c'est-à-dire sans la relâcher des paumes, lorsque l'athlète a fait un pas en avant, en arrière ou latéral, mais attention, un décollement des orteils ou des talons est autorisé, et tous les mouvements de pied après le signal down de l'arbitre sont aussi autorisés. Il y a aussi faute jaune lorsque l'athlète ne s'est pas conformé à l'un des points du règlement et lorsqu'il n'a pas terminé son essai, c'est-à-dire lorsqu'il ne l'a pas réussi.